avec ma tasse de café. Donc voilà, je participe au petit déjeuner. Et c'est vrai que, comme le disait Stéphane, j'étais venu fin 2019 pour parler de la mobilité électrique et je me réjouis que vous ayez pu poursuivre le travail en commun sur ce sujet-là. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler des premières réflexions d'Enedis sur l'horizon 2050. Enedis ayant la préoccupation d'imaginer le futur et d'imaginer son futur, celui de réseau de distribution que nous gérons. Donc je vous dis tout de suite que le prisme de ce que je vais vous raconter, c'est bien le prisme du distributeur Enedis que nous sommes au service de l'ensemble des utilisateurs. Je suis accompagné de Jonas Meyer, donc si vous voyez son nom parmi les participants, c'est normal, c'est quelqu'un de mon équipe qui a été d'ailleurs un des artisans principaux de tout ce que je vais vous raconter. Si je passe au slide 2, je voudrais juste faire un petit rappel avec vous. Donc, vous connaissez Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution sur 95% du territoire. Peut-être savez-vous également que nous acheminons l'électricité consommée en France à hauteur de 73%. Et puis, nous avons connecté sur le réseau 87% de la puissance installée en électricité solaire et éolienne. Alors, ces deux chiffres-là sont là pour qu'on partage ensemble le fait que Enedis, quelque part, voilà, est forcément une infrastructure essentielle à la transition énergétique, celle qui concerne les usages de l'électricité, celle qui concerne la pénétration des énergies renouvelables. On le voit aussi avec le chiffre, par exemple, de 34 000 installations ENR raccordées en 2020. C'est quand même des chiffres importants et donc finalement on passe beaucoup de temps à accompagner cette transition écologique. C'est notre projet industriel et humain vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Alors quand on aborde 2050, et c'est le slide 3, quand on aborde 2050, on le fait avec des scénarios. C'est-à-dire qu'on sort du domaine des prévisions, parce que je pense que ni vous ni moi ne savons comment dire, prédire 2050. C'est comme si on nous avait demandé en 90 de prédire 2020. Je pense qu'il faut on sait que le futur est plein de surprises. Par contre, c'est un peu notre responsabilité collective de voir quels sont les futurs possibles à 2050, parce qu'on prend des décisions aujourd'hui en matière d'énergie. Vous le savez, les décisions qui sont prises ont un impact dans la durée. Et donc, c'est important pour éclairer les décisions d'aujourd'hui d'avoir fait l'effort de se projeter à 2050. Alors, on fait ça avec des scénarios, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses qui sont cohérentes entre elles et qui permettent de décider un futur possible. Voilà, donc je dis tout de suite, et je le redirai par la suite, ce que je vous présente, c'est de la prospective et c'est non pas de la prévision. On le verra notamment pour ce qui est des éoliennes et du solaire dans la région Hauts-de-France. Alors, on a 3 objectifs en faisant ce travail. Le premier, c'est celui que je vous ai dit, c'est d'éclairer notre propre avenir industriel, celui donc d'Enedis. Le deuxième, c'est de concrétiser les futurs possibles pour chaque territoire. C'est un peu le sens aussi de mon intervention aujourd'hui avec Thierry Pagès, avec Stéphane. On a le souci d'être, de se projeter territoire par territoire avec les spécificités et d'avoir des relations donc nourries avec l'ensemble des responsables qui eux-mêmes se font leur idée petit à petit de l'avenir possible en matière d'énergie dans le territoire. Et donc on pense que c'est important qu'on ait, parmi tous les sujets qu'on a en relation avec les élus territoriaux, que s'ajoute cette ambition de partager des réflexions sur le futur. Et donc les éléments qu'on apporte ne sont évidemment pas la vérité vraie, mais sont contributeurs de la construction ensemble du futur énergétique de chacun des territoires. Le troisième objectif, c'est de donner des ordres de grandeur, des coûts d'adaptation du réseau de distribution d'électricité. Alors ça, c'est très important parce que vous savez que la politique publique française est claire en matière énergétique et a pris un certain nombre de décisions à horizon 2030-2035 et que se pose la question, en effet, des bonnes décisions à prendre pour l'horizon 2050. Et donc, vous connaissez les enjeux de neutralité carbone, vous connaissez les enjeux aussi de capture du CO2, de maîtrise de la consommation énergétique,
Et donc, tout ceci nécessite un certain nombre d'études pour, là encore, prendre les bonnes décisions. Et donc, disposer des coûts d'adaptation que ça représente, c'est très important. Et peut-être avez-vous noté qu'il n'est pas si simple de trouver des données sur les coûts d'adaptation du réseau de distribution. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire aussi, c'est finalement donner les premiers ordres de grandeur dans ce domaine-là. Et nous sommes évidemment bien légitimes pour le faire. Alors, si je passe au slide suivant, ici, c'est une illustration du travail qu'on cherche à mener. Il s'agit d'un travail qui prend en compte les caractéristiques locales. Alors, on le voit assez bien sur ce slide. Au milieu, vous avez la consommation d'électricité par logement dans les Hauts-de-France. Et sur les côtés, vous voyez un certain nombre de paramètres qui sont déterminants pour cette consommation. Et donc, sans détailler l'ensemble, vous voyez la proportion de chauffage électrique. En haut à gauche, vous voyez la proportion d'habitations individuelles par rapport aux immeubles. Alors ici, dans la région Hauts-de-France, il y a évidemment une énorme majorité de maisons individuelles, mais évidemment, ce n'est pas le cas partout. Et puis en haut à droite, vous avez les besoins de chauffage. Ici, c'est l'enjeu, bien sûr, du climat ou du régime météorologique dominant. Et puis en bas à droite, vous avez les résidences secondaires, qui sont là aussi donc, des habitations, mais qui consomment moins, ou en tout cas seulement à certaines périodes de l'année. Et puis la résultante de tout ça vous fait des consommations pour la région Hauts-de-France. Donc voilà une illustration de ce qu'on fait. Et vous voyez que si on avait pris un ratio moyen sur l'ensemble des Hauts-de-France en matière de consommation, on ne reflète pas la situation réelle. Et pour le réseau de distribution qui est donc présent par définition sur l'ensemble des logements, l'ensemble des communes, eh bien, on n'a pas une vision de la réalité du réseau. Donc, c'est pour ça qu'on s'efforce de faire ce travail minutieux, commune par commune, de refléter au mieux la réalité des consommations. Alors, bien sûr, si je poursuis l'exemple, page 5, vous avez sur la mobilité, et vous en avez parlé ensemble, vous savez que, là encore, les temps moyens de trajet ne sont pas les mêmes dans l'ensemble de la région, et puis de la même façon, les ménages qui disposent d'une voiture et pas de parking ne sont pas localisés aux mêmes endroits, et ce sont deux déterminants, là encore, des besoins de mobilité. Et quand on s'intéresse donc à la pénétration du véhicule électrique, c'est important de prendre cela en compte. Alors j'en viens maintenant à un petit mot sur les scénarios que nous avons considérés. Donc je vous disais, on ne fait pas de prévision, on fait que de la prospective. Et donc on a regroupé un certain nombre d'hypothèses qui sont dans les angles de la figure de droite, des hypothèses en matière de croissance démographique, en matière de croissance économique. Donc ça, c'est, disons, des choses un peu macro, qui ne sont pas directement dépendantes de l'énergie. Et puis des choses qui sont plus côté énergie et électricité, donc le développement de l'efficacité énergétique, le développement des usages de l'électricité, le développement des renouvelables, bien sûr, et puis les véhicules électriques, et puis bien d'autres paramètres. Ici, on a une vision simplifiée. Et en combinant des hypothèses entre ces paramètres, on a dessiné 4 scénarios que vous voyez à gauche. Donc, il y en a 2 qui sont un petit peu extrêmes. Le scénario stagnation, c'est un scénario où on a fait l'hypothèse qu'il y avait 0% de croissance pendant 30 ans. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu extrême au sens où on n'a jamais observé une telle période récente dans la vie économique récente de l'Europe. Donc, 0% pendant 30 ans. Et puis, du coup, évidemment, il y a un manque d'investissement, il y a un manque d'innovation qui va avec, et donc un peu moins de renouvelables, moins d'efficacité énergétique. Voilà, tout est un peu stagnant dans ce scénario-là. Il nous intéresse finalement pas tant que ça, ce scénario, parce qu'il sollicite assez peu le réseau de distribution. Bien sûr, à l'opposé, le scénario rupture, et son nom indique un peu ce qu'on a voulu faire, c'est un scénario qui est construit pour solliciter au maximum le réseau de distribution. Donc, par exemple, en matière de démographie, ce qui est un des points clés quand même pour la consommation résidentielle et la consommation des activités tertiaires, en matière de démographie, dans le scénario rupture, on a pris des scénarios hauts de l'INSEE à 2050, plutôt que les scénarios moyens qui sont ceux qu'on a pris pour les 3 autres scénarios. Et puis, un peu de la même façon, on a pris des scénarios de croissance à 1,7% par an pendant 30 ans. Et puis, du coup, on a pris des voitures électriques qui consomment un peu plus d'électricité que dans les scénarios continuité, transition. Voilà, un scénario rupture qui se veut très sollicitant pour le réseau de distribution et dans lequel, toujours avec le même esprit, on a pris un mix énergétique dans lequel il n'y a plus de nucléaire,
Il n'y a plus qu'en termes d'installation centralisée, les barrages et puis de l'éolien maritime. Et puis pour le reste, c'est que de l'éolien terrestre et que des panneaux solaires avec un tout petit peu de biogaz. Et donc, voilà, ça nous fait un scénario très, très sollicitant pour réseau de distribution. J'y reviendrai, bien sûr, quand on regardera les résultats. Continuité et transition, c'est deux scénarios qui sont intermédiaires, qui sont avec une forte volonté et un fort résultat en matière d'efficacité énergétique. Dans le scénario transition, on a fait un peu plus que dans le scénario continuité, un peu plus sur deux aspects. En matière de sobriété, c'est-à-dire de comportement de consommation des consommateurs, on a fait une hypothèse qu'il y avait une volonté, au-delà de l'efficacité de chacun des usages, l'efficacité énergétique, d'avoir un comportement qui finalement limite la consommation. Donc on a fait cette hypothèse-là dans le scénario transition. Et puis on a aussi fait une hypothèse de forte pénétration du renouvelable, au point que dans ce scénario-là, le nucléaire se situe à 15 gigawatts par opposition à continuité où il est à 55 gigawatts. Voilà donc 4 scénarios, deux un peu extrêmes dans leurs hypothèses, deux un peu plus intermédiaires, et chacun dessinant un futur. Alors qu'est-ce qu'on a déduit de cette étude-là? C'est le slide voilà, qui s'affiche. Les principales conclusions qui figurent dans un rapport que Enedis a publié en avril 2021, donc tout à fait récemment. Et les conclusions qui sont là sont des conclusions qui sont vraies pour l'ensemble des scénarios, mais bien sûr avec une intensité plus forte dans les scénarios rupture que dans le scénario transition ou continuité. Le premier enseignement, il porte sur la consommation, j'y reviendrai un instant après, qui finalement, dans les différents scénarios que je vous ai montrés, est une consommation qui reste tempérée. Je veux dire par là qu'on est entre 0,3% et 1,2% par an de croissance d'ici à 2050. Et pour comparer, entre 2000 et 2008, on avait à peu près 2% par an. Voilà, donc entre 2000 et 2008, le réseau de distribution, vous le savez, donc s'est développé. Nous sommes un réseau en croissance. Et ça ne nous pose pas tant de difficultés que ça, que d'encaisser, entre guillemets, un taux de croissance de 2%. Donc à 0,3 ou 1,2, on reste assez serein sur cet aspect-là. Sur les questions, les enseignements numéro 2 et numéro 3 sur la colonne de gauche, la production solaire et éolienne sera de plus en plus souvent à l'origine des pics de sollicitation du réseau de distribution. Et puis l'autre enseignement qui est plus pour un territoire donné, la production locale ne peut suffire à assurer la consommation, la continuité de l'alimentation électrique du territoire. Ça, je vais y revenir avec quelques schémas qui, me semble-t-il, sont plus faciles à regarder que des simples phrases. J'y reviens dans un instant. La question du développement de dispositifs de stockage saisonnier, ça, c'est peut-être un point qu'il faut garder en tête dans la durée. C'est l'idée qu'avec beaucoup de panneaux solaires, avec beaucoup d'éoliennes, mais plutôt, on va dire, pour les panneaux solaires, vous avez en été un risque de surproduction locale, tel que finalement, si vous ne savez pas stocker cette énergie, vous ne pourrez rien en faire. C'est-à-dire qu'il y a une surproduction qui est tellement forte dans certains scénarios, bien sûr, que finalement, soit vous jetez, entre guillemets, vous ne produisez pas cette énergie, soit vous la produisez et vous la stockez pour l'utiliser la saison d'après, c'est-à-dire celle où il manque un inverse, un peu de soleil, c'est-à-dire en hiver. Donc le stockage intersaisonnier, c'est quelque chose d'un peu nouveau. À partir d'un certain moment, un certain taux de pénétration des ENR qui aujourd'hui ne se vit pas. Aujourd'hui, peut-être quand même, vous avez en tête que les barrages hydroélectriques permettent de faire cette transition hiver vers été. Là, il faudra trouver un moyen de stocker de l'été vers l'hiver. Et puis les investissements, bien sûr, ils sont croissants pour le réseau de distribution, pour s'adapter aux différents scénarios, et en particulier au scénario rupture. On est amené à imaginer une très forte augmentation de nos investissements de branchement et de renforcement correspondants. Alors, si je regarde maintenant, pour les 10 minutes qui me restent, un certain nombre d'éléments illustratifs. Donc, pour la consommation dans les Hauts-de-France, ici, on a fait une simulation donc avec nos scénarios de la proportion de véhicules électriques par commune en 2050. Alors, les taches blanches, vous nous excusez parce que, bon, pour le coup, c'est le territoire des entreprises locales de distribution, donc dans lesquelles nous ne gérons pas le réseau. Mais tout autour des taches blanches, vous voyez que finalement, on est avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de contraste.
Donc voilà, ça c'est le résultat de l'effort qu'on faisait de distinguer finalement la situation de chacune des communes ou chacun des territoires. Et le résultat, c'est qu'en effet, quand on se projette à 2050, ben, on restitue finalement cette différenciation et on peut, avec chacun des responsables, essayer de voir les différents paramètres qui conduisent à cette situation et puis du coup y intégrer ben, notamment des orientations politiques qui peuvent apparaître dans les différents territoires et qui peuvent ensuite déformer cette image. Voilà, donc retenez que dans les Hauts-de-France, on a pris, donc on a une moyenne nationale de l'ordre de 80% de véhicules électriques parmi les véhicules légers en France. Et ici, dans les Hauts-de-France, on arrive en tenant compte donc, des différents paramètres facilitants ou à l'inverse des paramètres non facilitants la pénétration du véhicule électrique, on arrive à une moyenne de 75% dans le territoire de la région, mais avec un fort contraste, comme vous le voyez là, entre les zones rouges et les zones plus claires. Peut-être un mot sur le véhicule électrique, vous vous posez la question sûrement de est-ce que ça a un impact sur la pointe, c'est-à-dire sur la pointe de consommation. Imaginez qu'on recharge tous nos voitures au même moment, forcément ça fait un appel de puissance. Alors ici on a voulu sur la partie droite, vous voyez que si on fait l'hypothèse que la recharge se fait en dehors des zones à plus forte consommation, et en particulier la nuit. Vous voyez ici, on a mis du violet sur la cuvette de gauche, qui est celle qui décrit les heures d'entre 0 et 6 heures du matin. Si on a le souci de charger à ces moments-là, alors l'impact sur la pointe est assez faible. Et peut-être vous savez déjà qu'aujourd'hui, les utilisateurs de voitures font l'effort justement de mettre leur recharge à des moments où ça leur coûte le moins cher. Et les signaux aujourd'hui tarifaires ou les offres commerciales aident les clients à faire ce choix. Et donc, on n'est pas très inquiet non plus sur cet aspect-là. Alors maintenant, regardons un petit peu la production. Donc, toujours avec la même idée, on est en 2050, on fait des scénarios. Donc, vous voyez tout à fait à droite du croquis que vous voyez. Vous avez deux malheureux petits points, là, scénario 2050 Enedis, qui figurent les quantités d'énergie éolienne, de puissance éolienne installée sur le territoire, avec nos scénarios. Et on les a rapprochés sur le même graphique des prévisions, cette fois, qui sont faites à l'horizon 2030. Et puis, bien sûr, la situation que vous voyez en 2020. Et donc, ce que vous pouvez voir avec les yeux, c'est qu'il y a une certaine atténuation de la croissance de l'éolien sur le territoire des Hauts-de-France. Si on en croit les scénarios, donc dans les futurs possibles que nous dessinons, nous voyons que ça s'atténue. Voilà. Alors pour dessiner nos points à 2050, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à la croissance de l'éolien sur le on regarde la corrélation qu'on a entre cette croissance et les différents paramètres locaux. Donc les paramètres locaux, c'est la géographie, c'est l'utilisation des sols, c'est bien sûr la puissance du vent. Et puis, quand on prolonge ces tendances-là dans la durée, on arrive, suivant les scénarios, c'est-à-dire suivant l'hypothèse qu'on fait de la présence d'éoliens terrestres sur l'ensemble de la France, on arrive pour les Hauts-de-France au point que vous voyez sur la droite du slide. Voilà. Et donc, on a fait le même exercice pour le solaire, bien sûr, et c'est ce qu'il y a sur le slide numéro 11. Et là, ce qui vous frappera peut-être, donc c'est le slide suivant, Stéphane, ce qui vous frappera peut-être, c'est qu'il y a une grande... Alors, le slide doit arriver, et là, je ne le vois plus arriver. Du coup, je freine un petit peu. C'est slide 11, Dominique. Voilà, merci beaucoup. C'est formidable, c'est exactement ce qu'il faut. Donc là, c'est la vision du solaire photovoltaïque, donc sur les Hauts-de-France toujours, bien sûr. Et vous voyez tout à fait à droite, 3 points assez espacés qui figurent les futurs possibles vus par Enedis. Alors, donc je vous rappelle que le scénario, le petit point violet tout en haut, c'est le scénario dit rupture, dans lequel on a un énorme développement de photovoltaïque sur l'ensemble des toitures, et puis au sol. Et puis alors que tout à fait en bas du graphique, le petit point bleu, c'est le scénario stagnation ou continuité, où là, il y a beaucoup moins de progression du photovoltaïque. Donc quand on répartit le photovoltaïque tel qu'on l'imagine dans ces scénarios sur les territoires, on voit qu'en Hauts-de-France, on a une grande plage
et qui correspond au fait que l'ensoleillement de Hauts-de-France n'est pas énorme hein, par rapport à d'autres régions en France, avec tout le respect que je dois à la météo locale, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, du coup, les paramètres qui influent la pénétration des ENR sont des paramètres qui sont voilà, plus des enjeux d'accompagnement de la filière plutôt que simplement l'ensoleillement. Et donc, suivant les hypothèses qu'on fait dans les scénarios, on peut avoir des résultats très contrastés à l'horizon 2050 en Hauts-de-France. Alors, j'en viens maintenant au petit croquis qui vise à comparer à un temps donné la production et la consommation. Alors, vous savez que dans le réseau, il y a ce qu'on appelle des postes sources, c'est-à-dire des postes de transformation qui sont des postes électriques de transformation et qui permettent de mesurer ce qui est acheminé par Enedis et ce qui est refoulé vers le réseau de transport. Donc, c'est les points charnières entre le réseau de transport et le réseau Enedis. Et donc, traditionnellement, vous voyez la courbe orange là, en 2020, le graphique du haut. Vous voyez qu'à chaque jour hein, de l'année, ici c'est une semaine du mois d'avril, vous avez plus de consommation que de production. Et donc là, vous avez la courbe de la puissance appelée consommée sur le réseau de distribution. Et vous voyez qu'elle varie, bien sûr, mais à chaque fois, c'est la consommation qui est plus grande que la production locale. Et en 2020, il n'y a pas beaucoup de production locale raccordée au réseau de distribution. Et donc, vous avez une courbe qui est totalement orange. Alors, sur la courbe du bas en 2050, c'est un petit peu différent. Parce que vous voyez qu'apparaissent des petits puits verts. Voilà, vous les avez bien dans les yeux, si je ne me trompe pas. Et donc, chaque jour, il y a un petit puits vert. C'est quoi ce petit puits vert? C'est les heures de la journée pendant lesquelles la production raccordée au réseau de distribution sur ce poste source, là, dans les Hauts-de-France, c'est un poste qui est pas loin de Abbeville. Et bien, sur ce poste-là, pendant plusieurs heures dans la journée, la production locale est supérieure à la consommation locale. Donc, ça veut dire que cette production-là, elle n'est pas consommée par les gens qui sont raccordés au poste source. Elle est consommée par d'autres à condition qu'elle circule du réseau de distribution vers le réseau de transport et qu'ensuite elle soit consommée par d'autres personnes qui sont situées en dehors de ce poste source. D'accord ? Donc ça veut dire que, si je résume avec des mots un peu du quotidien, en 2050, on a une courbe de charge qui est plus chahutée localement, vu du réseau de distribution, qu'en 2020. Et pour être encore un peu plus précis, on a, nous, un dimensionnement de ce poste source qui est finalement fait par les pics de production et non pas par les pics de consommation. Donc ça, c'est un changement pour nous. On a un certain nombre de postes sources suivant les scénarios pour lesquels le dimensionnement, c'est-à-dire le fait qu'on vous garantisse la puissance et la disponibilité du réseau, eh ben, ça passe par regarder, s'intéresser avant tout à la production locale autour du poste. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire avant de vous redonner la parole, c'est cette question de vision régionale. Donc c'est sur ce slide-là. Alors c'est une courbe, vous allez me dire, mais c'est la même que tout à l'heure. Pas tout à fait, parce que cette fois-ci, c'est un agrégat de l'ensemble des postes sources des Hauts-de-France. D'accord ? Et donc on a dit, finalement, quelle est la courbe de charge, c'est un peu théorique, c'est-à-dire quelle est la puissance qui est appelée par l'ensemble des personnes des Hauts-de-France sur l'ensemble des postes sources des Hauts-de-France. Et donc, vous voyez en 2020, sans surprise, qu'on a les mêmes types de courbes que précédemment, c'est-à-dire que la consommation locale raccordée au réseau de distribution dans les Hauts-de-France est bien supérieure à la production. Il n'y a pas beaucoup de production locale aujourd'hui. Par contre, en 2050, donc dans le scénario transition, toujours le même que tout à l'heure, c'est-à-dire celui où il y a une majorité de renouvelables dans le mix énergétique français, alors vous avez chaque jour un surcroît de production pendant quelques heures chaque jour qui ne peut pas être consommé par les Hauts-de-France. Et donc, cette production-là, elle va partir sur le réseau de distribution et peut-être même que cette situation se retrouve sur l'ensemble des régions françaises. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait avoir une capacité de stockage intersaisonnier pour que cette production-là, en surcroît, ne soit pas perdue. Voilà. Donc ça, c'est deux choses qui me paraissent importantes pour la suite
des opérations et pour la façon dont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le service public se transforme voilà, et s'adapte à ces nouvelles réalités. Ici, vous avez une nouvelle réalité, c'est que production et consommation ne s'équilibrent pas localement. Bien sûr, elles se complètent, mais il y a besoin de tenir compte des voisins, si j'ose dire. C'est vrai à l'échelle française, mais c'est vrai aussi à l'échelle de chacun des territoires pour que le système électrique continue à bien fonctionner. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous voyez sur cette ultime slide que l'histoire n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce qu'on n'a pas la vérité vraie et que voilà, 2050, c'est encore loin. Il y a beaucoup d'études devant nous, en particulier sur le sujet du stockage, mais aussi des enjeux d'acceptabilité sociale. C'est un point clé de cette aventure. Et puis, l'aventure n'est pas finie non plus parce que, comme je le disais au début, on co-construit le futur du réseau de distribution avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, vous avez aussi beaucoup à nous apporter sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie encore et je vous redonne la parole pour gérer la suite de la réunion. Merci beaucoup, Monsieur Lagarde. Donc, merci pour cette présentation synthétique d'un contenu extrêmement riche. Donc, comme on vous l'a dit au début, on va enchaîner avec une deuxième présentation et ensuite on prendra un temps pour des questions et des échanges. Donc, on va juste faire une petite manipulation technique. Donc, je vais inviter Stéphane Ledet à interrompre le partage de son écran. Et puis voilà, comme ça, notre collègue Anne-Laure Teng va pouvoir présenter la toile énergétique en une dizaine de minutes. Donc Anne-Laure qui est chargée d'études de transition énergétique à l'Agure, et donc à qui je passe la parole. Et je salue pour ma part l'arrivée de Thierry qui a rejoint Stéphane. Voilà, ouais, tout à Thierry fait. est avec moi. Bonjour Franck et bonjour à toutes et tous. Je t'ai vu arriver dans la caméra, Thierry. Exactement. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, il n'y a pas de souci. Super. Donc, merci de me donner la parole. Donc, Anne-Laure Teng, chargée d'études transition énergétique. On va sortir des scénarios prospectifs et vous présenter la toile énergétique, qui est un outil de data visualisation né en 2018 et développé par l'Agure. Et c'est plus un outil qui représente l'écosystème énergétique d'un territoire à un temps donné, en s'inspirant de la philosophie derrière l'analyse des flux de matière. Donc, en fait, le but, c'est de servir de support peut-être à une prospective, de faire un état des lieux et d'accompagner la transition énergétique du territoire. Donc, voici la toile énergétique. Alors, elle permet d'identifier des ressources et énergies importées sur le territoire, produits, transformés aussi sur le territoire, ainsi que les flux énergétiques au sein de ce périmètre et des échanges entre le territoire et l'extérieur. Elle peut paraître un peu complexe à lire au prime abord, mais il y a une logique très simple derrière. Déjà, en fait, la zone bleue centrale, elle représente le périmètre physique du territoire étudié, et puis il y a un sens de lecture, c'est de gauche à droite. Et il y a aussi un code couleur. Donc, vous remarquerez que le territoire est encadré par 4 lignes épaisses. Si on fait un petit zoom, en fait, ces 4 lignes représentent les flux énergétiques principaux sur le territoire, électricité, gaz naturel, eau, et on a aussi inclus l'oxygène à l'époque. Et en fait, ça permet de voir aussi le code couleur qui est attribué à chacune de ces énergies. Donc, je vous disais, le sens de lecture de la toile, c'est de gauche à droite. Si on va, si on va tout à gauche, on peut voir les ressources et matières premières qui rentrent dans le territoire. Donc là, on a de l'uranium, de l'éthanol, du gaz naturel. Plus loin, quand on rentre dans le territoire sur la gauche, on va avoir les nœuds métaboliques et des unités de production. Donc là, on fait un zoom sur les unités de production d'électricité, notamment la centrale nucléaire de Gravelines et les cycles combinés gaz de DK6. Toujours sur la gauche, on peut voir les nœuds que sont les terminaux méthaniers et gaziers, par lesquels transitent 35% de la consommation nationale de gaz naturel chaque année, ainsi que la station d'interconnexion de Pitt-Gamme. D'autres nœuds, une entité qu'on peut considérer comme un nœud, c'est le réseau de chaleur de Dunkerque, et là, on a ajouté celui de Grande-Synthe, qui est alimenté entre autres par la chaleur fatale récupérée d'ArcelorMittal, qu'on voit en orange là. Donc, on voit que la toile énergétique permet de voir les interactions entre différentes entités du territoire.
Dans les unités de production, en fait, on a aussi fait apparaître les unités de production ENR et R. Ici, le pôle de valorisation des déchets qui dispose d'une cogénération et qui fournit de la chaleur, là qu'on peut voir en trait bleu sortant de l'entité, et qui fournit de la chaleur au réseau de chaleur de Dunkerque et à l'entreprise d'Audruy, et de l'électricité qu'elle injecte directement sur le réseau électrique. Donc, on fait apparaître aussi les projets, tels que les éoliennes offshore. Et dans les ENR et R, en fait, on fait le lien avec la toile agricole qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, on fait mention des toitures agricoles photovoltaïques, la méthanisation, des centrales solaires. En plus des unités de production sur le territoire, on fait apparaître aussi les projets innovants, tels que le démonstrateur GRID, qui a pris fin fin d'année dernière. Donc, c'est une des initiatives les plus importantes en France dans le développement de l'hydrogène. Ce qui permet de mettre en valeur aussi la transition énergétique sur les territoires. Quand on se déplace vers la droite de la toile énergétique, on peut voir tout ce qui est consommateur et notamment l'industrie qui représente quand même 87% de la consommation électrique du territoire et plus de 80% de la consommation de gaz. Mais les industriels ne sont pas uniquement consommateurs et ça, on le fait apparaître également sur la toile. L'outil prend en compte les initiatives d'économie circulaire, en particulier d'écologie industrielle et territoriale, notamment avec ArcelorMittal, dont on a dit qu'il fournissait de la chaleur au réseau de chaleur urbain, mais qui également fournit des gaz de haut fourneau à des Cassis et en retour un contrat particulier spécifique d'électricité avec des Cassis. J'essaye de faire vite. Aussi, en fait, on ne représente pas uniquement les projets innovants, mais on essaye de mettre en évidence les potentiels projets innovants qui pourraient se développer sur les territoires, notamment en fait en affichant sur un même support les différents réseaux, donc réseau de gaz, réseau d'électricité, mais également les réseaux d'hydrogène et les projets de production d'hydrogène, ainsi que le gisement de CO2 sur le territoire. On peut se demander quel est le potentiel du territoire en termes de développement d'un hub CO2 ou du déploiement du power to gas sur le territoire, en termes d'opportunités en méthanation ou, comme on l'a vu, les unités de méthanisation déjà présentes, ainsi que les unités de production d'hydrogène qui vont arriver sur le territoire. Donc, en fait, cet outil, là, j'ai fait un tour très, très rapide, mais il permet de regrouper tous les éléments relatifs à la transition énergétique sur un même support. Et en fait, il a été utilisé à plusieurs reprises parce qu'il permet de rassembler autour d'un même support les experts de différentes structures et travailler ensemble. Et il permet également de définir les stratégies de transition énergétique des acteurs locaux. Donc là, on peut voir un exemple où la toile a été utilisée, imprimée et a servi de support à un atelier de travail autour de la transition énergétique. Et on voit bien ici que ce support, il est assez pratique pour les sessions de brainstorming. Voilà, avec plein de post-it qui avaient été mis. Donc, en fait, ce support, il date de 2018. Il a été éprouvé. Et quelle est la suite? Maintenant qu'on a prouvé que le support était un outil assez efficace au niveau de ce territoire-là, on se dit que cette initiative est totalement reproductible sur d'autres territoires, en particulier à l'échelle des bassins d'emploi. Dans cette optique, l'AGUR a commencé une démarche d'open innovation avec une start-up, les Possibiliseurs, afin de développer un outil numérique qui permettrait de développer ces toiles plus rapidement et de façon dynamique et qui permettrait aussi de faire des sessions de travail interactives avec la toile, plutôt que sur un format figé. Enfin, la transition du territoire, elle ne s'est pas arrêtée en 2018 et s'est même accélérée. Et pour assurer la pertinence de la toile, elle doit être mise à jour, ce qu'on est en train de faire actuellement à l'agence. Donc là, vous avez un petit preview
de la nouvelle toile qui s'appellera désormais la toile de la transition énergétique. Et en fait, suivant l'exemple de sa grande sœur, la toile industrielle, elle est en phase de mise à jour. On met à jour les données de flux, consommation, production, l'état des lieux des projets, en lien avec tous les partenaires de l'agence, notamment les énergéticiens et Enedis. Donc, on a choisi d'épurer aussi au niveau des textes et de mettre en avant la transition énergétique en affichant désormais les projets démonstrateurs, les projets qui sont à l'étude mais pas encore validés. Et aussi en restructurant la toile. Cette fois-ci, elle sera divisée vraiment plus clairement en 3 parties. Une partie transformation-production, une partie nœud et réserve pour les problématiques de stockage dont parlait M. Lagarde, et une partie consommation. Et pour aussi repérer plus facilement les unités de production ENR et R, on a décidé de mettre un axe côté transformation-production allant vertical, allant du sol vers le ciel. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention et puis si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre.